Alors au niveau du look de cette moto face avant, des faces avant bien distinctives, et au niveau de la protection, on se rend vite compte que sur la Honda, le carénage est quand même plus protecteur que sur la Tracer 9 GT, donc normalement on aura une meilleure protection des jambes. Au niveau du buste également, on aurait une meilleure protection. On a une bulle toujours très échancrée sur la Tracer 9, là où la bulle de la NT est plus large à la base, et on a même un déflecteur qui permet de protéger encore mieux les bras et les mains. Par contre, sur la Honda, pas de protège-main qu'on retrouve sur la Yamaha. Au niveau des pneus, des dimensions de pneus, c'est strictement identique entre les deux modèles. Au niveau des disques de frein, c'est un diamètre légèrement supérieur sur la Honda. En termes de débattement de fourche, on a des débattements plus longs, 150 à l'avant et à l'arrière sur la Honda, contre 130 mm sur la Yamaha. La Yamaha en mode GT, elle dispose de suspension semi-active KYP, réglage en précontrainte manuellement, et disposant de deux modes de suspension, le mode 1 qui est le mode sport et le mode 2 qui est le mode confort. Au niveau instrumentation, là effectivement ça marque la plus grosse différence. Deux écrans LCD 3,5 pouces pour la Yamaha contre une dalle 6,5 pouces connectée Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto. Au niveau du réservoir, le réservoir fait 2,5 litres de plus sur la Honda. Les deux motos consommant toutes les deux 5 litres au 100, ça nous fait un gain de 50 km d'autonomie, de quoi aller chatouiller les 400 km avec la Honda contre les 350 pour la Yamaha. Les deux motos disposent d'une transmission par chaîne, toutes les deux. Au niveau du moteur, au niveau cylindré, avantage à la Honda. La Honda est un bicylindre en ligne, la Yamaha est un 3 cylindres. Puissance plus élevée chez la Yamaha, 119 chevaux mais à 10 000 tours contre 102 chevaux à 7000 tours pour la Honda. Donc plus de puissance mais plus haut dans les tours. Et au niveau du couple, plus de couple sur la Honda est disponible à un usage plus bas. Donc vraiment une philosophie différente, une capacité d'allonge dans le CP3. La zone rouge est à presque à 11 000 tours. J'ai testé le Rupteur récemment en seconde et c'est vraiment grisant, les accélérations en montée dans les tours sans changer de vitesse, c'est extrêmement jouissif. Alors que le changement de vitesse se fait extrêmement simplement et de manière très fluide avec un shifter up and down de série sur la Tracer 9, là où il s'agit d'une option sur la Honda. Sur la Honda, on trouvera également l'option DCT, une boîte de vitesse automatique à double embrayage, disponible pour 1000 € de plus et engendrant un surpoids de 10 kg. Alors au niveau du poids des machines, celle-là est annoncée à 220 tout plein fait contre 238 sur la Honda. Donc la Honda sera une moto un petit peu plus lourde, mais je pense qu'elle sera bien équilibrée, donc ça ne devrait pas se ressentir plus que ça. Au niveau des bagages et de l'emport, là moi j'ai l'option platine. C'est une option supplémentaire qui vient se mettre sur
sur les poignées et le montant qui est là d'origine. Ça coûte 90 €. Sur la Honda, c'est de série. Les deux valises sont également de série sur les deux modèles. La petite différence se situe dans le fait que ici, côté Yamaha, on peut y mettre un intégral de chaque côté, alors que sur la Honda, on ne peut pas. Autre différence également, sur la Honda, on a un pot d'échappement qui sort un peu sur le côté du véhicule, contrairement à la Yamaha où c'est complètement intégré avec l'échappement qui souffle directement vers le bas. Mais contrairement à la Africa Twin par exemple, où le pot d'échappement remonte très haut, ce qui gêne la valise de ce côté-là, comme ici sur la Honda NT, le pot d'échappement est très bas, les valises sont presque identiques entre les deux côtés. Il n'y a qu'1 litre d'écart entre la valise qui se trouve côté pot d'échappement et la valise qui se trouve côté chaîne. Voilà pour ce qu'on peut dire sur la comparaison statique entre les deux modèles. Ah si, un petit point au niveau de la bulle, 2 bulles réglables de part et d'autre, 5 cm de débattement sur la Yamaha contre 6,5 je crois sur la Honda. La différence notable, c'est qu'ici on arrive assez facilement à ajuster la bulle en roulant, alors que sur la Honda on ne peut pas, il faut être à l'arrêt, voire même arrêter. Ça se fait un peu mieux par devant du véhicule, vraisemblablement. Concernant l'équipement, les clignotants de la Honda s'arrêtent tout seul dans le temps, une temporisation, et également s'allument tout seul en cas de freinage d'urgence. Sur la Yamaha, on va trouver l'éclairage sur l'angle coupé à la centrale IMU qu'on ne trouve pas sur la Honda. Petit détail d'équipement, sur la Yamaha, on n'a qu'une prise 12 volts de série. La Honda propose également un port USB en série. Les deux véhicules disposent bien d'une béquille centrale. On va retrouver également sur les deux modèles les poignées chauffantes et le régulateur de vitesse. Donc si on veut effectivement comparer les deux véhicules, la Honda va proposer en atout ce large écran connecté, le bonus de 50 km d'autonomie, un moteur très coupleux et une bonne protection. Donc voilà, deux motos au même prix. La Yamaha va garder un avantage sur cette capacité à rouler de manière sportive, un moteur qui a une grosse allonge, la centrale inertielle qui permet à l'ABS de fonctionner sur l'angle, la moto est plus légère, les suspensions ont plus de réglages, un débattement plus court, donc c'est vraiment plus compatible avec des conduites un peu plus sportives. Mais sur l'usage entre le trajet domicile-travail, duo et solo, quel est le pourcentage de temps qu'on utilise vraiment avec une moto au-dessus de 7000 tours et vraiment poussée à fond et conduite très dynamique? Au final assez peu, donc la Honda a quand même vraiment aussi, je pense, un public qu'elle devrait séduire, ceux qui ne sont pas forcément fans des envolées dans les tours à 10 000 tours ou qui veulent rouler plus dans les clous de la légalité d'ailleurs.